Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Le contrôle fiscal, ça fait peur, d'autant que statistiquement, ça arrive au moins une fois dans la vie d'une entreprise, donc mieux vaut s'y préparer. Grégory Denis va vous expliquer en deuxième partie comment faire en sorte que ça se passe le moins mal possible, en toute légalité, bien sûr. Et puis, le monde regarde la France avec cette fameuse COP 21, c'est en ce moment, les grands de ce monde sont réunis au Bourget, et puis il y a l'action sur le terrain, chez nous, dans notre région. Votre télévision régionale vous présente d'ailleurs tout ce qui bouge sur notre territoire depuis maintenant un mois, et on va voir comment concrètement cette lutte sur le changement climatique peut concerner les entreprises. Bienvenue Yannick Boucher, qui est chef du service économique de La Voix du Nord. Bonjour Jean-Michel. Et spécialiste aussi des questions environnementales, donc c'est bien. On a la synthèse, l'économie, l'environnement. Alors, cette COP 21, c'est un sujet important. On va voir si de bonnes décisions y seront prises pour essayer de limiter en deçà de 2 degrés le réchauffement climatique. Mais nous, on va s'intéresser au terrain, ce qui se passe dans notre région. En quoi ça peut concerner l'économie ? Ça concerne l'économie puisqu'il faut décarboner cette économie. Il faut désensibiliser le monde à l'emprise des énergies fossiles, donc le gaz naturel essentiellement, le pétrole, les hydrocarbures en général, donc l'essence, le carburant qu'on met dans sa voiture. Et donc il y a énormément de choses qui impactent l'économie de manière générale. Et puis les émissions de gaz à effet de serre, ça concerne les transports, ça concerne l'alimentation, les industries agroalimentaires. Tous les secteurs économiques importants, notamment ceux de la région, sont directement concernés, impactés par la COP 21. Donc c'est d'abord dans ces choix énergétiques que l'entreprise peut participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Il y a 2 façons de concevoir la lutte contre le dérèglement climatique dans n'importe quel endroit du monde. On maîtrise les émissions de gaz à effet de serre, on évite d'émettre ce fameux CO2 qui met 60 ans à se dégrader naturellement dans l'atmosphère. Donc là, on est avec le CO2 d'il y a 60 ans dans l'atmosphère. Et on prépare le CO2 de demain et d'après-demain et des générations futures. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas dépasser les 2 degrés. D'accord. Et l'autre manière, c'est effectivement l'efficacité énergétique, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour consommer, pour produire un bien, un produit par exemple, l'économie d'énergie et évidemment la manière de produire de l'énergie, donc de l'énergie renouvelable essentiellement. D'accord. Alors notre région, lourd passé et heureusement encore fort présent industriel, elle ne doit pas être la dernière de la classe en émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, figurez-vous, Jean-Michel, qu'on est plutôt dans les bons élèves. Oui. On est plutôt vertueux dans la région, puisque en tonnes émises par habitant, on est plutôt bon, on est plutôt dans les premiers de la classe, effectivement, parce que on est une région qui, historiquement, a su maîtriser sa production d'énergie. Il y a toute l'histoire du charbon, bien évidemment. Il y a les électro-intensifs, que sont par exemple ArcelorMittal à Dunkerque, qui fabrique des tôles d'acier pour l'automobile et qui a besoin de consommer énormément d'énergie, les électro-intensifs. Ils ont intérêt, tous ces gens, à l'aluminium Dunkerque aussi, qui fabrique également des tôles. Ils sont obligés de maîtriser vraiment leur production d'énergie. Et donc, il y a un savoir-faire qui fait que, au niveau de la performance, nous sommes meilleurs, relativement meilleurs que les autres. Concrètement, qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui peut se faire pour essayer de progresser encore, même si on n'est pas mauvais, pour maîtriser cette énergie, pour faire cette transition énergétique dont on parle là. Alors il y a 2 façons de concevoir les choses. Il y a la façon un peu sur la société régionale du Nord-Pas-de-Calais, bientôt de la Picardie. Il y a une feuille de route, les politiques publiques, la lutte contre le dérèglement climatique et le mode déterminant de toute action publique. C'est ce que disait Nicolas Hulot au moment du Grenelle de l'environnement en 2007. Tout ce qu'on décide dans la région doit être à l'aune de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera la priorité, de la future région ? C'est la vision, c'est déjà celle d'aujourd'hui. C'est la priorité d'aujourd'hui et on oriente toutes les politiques vers cette feuille de route. Ça veut dire concrètement que la transition écologique et sociale, elle est incarnée
dans la région par des schémas, par des plans, par 36 plans climat territoriaux. Les territoires s'y C'est mettent. la feuille de route. Les villes s'y mettent. Et puis, il y a le volet privé, puisqu'on sait avec la COP21 que quoi que décideront les États, ça ne suffira pas. Et qu'on est plutôt sur une trajectoire à 3,5-4 degrés. Et là, le climat, on ne le contrôle plus. Conséquence, ça veut dire de l'eau jusqu'à Saint-Omer. Alors, concrètement, ça veut dire, dans la région, si on ouvre une parenthèse, on est plutôt bien loti en France. Parce que ce n'est pas la fournaise en 2100. On est entre 4 et 5 degrés de plus. Donc on a le climat d'Angers, on a le climat de Nantes, on a le climat de Bordeaux à Lille. C'est supportable. Par contre, risque de submersion marine, inondation continentale. Et là, on est confronté à des graves problèmes. En 2 mots, volet privé, il y a REV 3, la 3e révolution industrielle, elle est là la réponse. C'est le 2e volet. Il y a la feuille de route générale, on va essayer de maîtriser les risques, de s'adapter au changement climatique, de l'atténuer également, puisque déjà, il y a des gros problèmes, les ouvrages de défense à la mer, la digue des Alliés à Dunkerque, 1,5 million de mètres cubes de sable qui ont été déversés. C'est le plus gros. On essaie de réensabler les dunes, les plages, pour faire des digues naturelles. Et puis à d'autres endroits, comme font les Belges, on essaye de renforcer les ouvrages. Sur la REV 3, très vite. La REV 3, il y a 2 chiffres à retenir. En 2050, 100% d'énergie renouvelable dans notre économie. Et en 2050, 60% de maîtrise de la consommation d'énergie. C'est-à-dire on va maîtriser cette consommation. C'est la norme la plus sévère en Europe. C'est-à-dire que le Nord-Pas-de-Calais... On se met des contraintes. Il faudra le dire aujourd'hui le 3 décembre. On a un objectif qui est à nulle part ailleurs comparable à l'échelle d'une région industrielle comme la nôtre. C'est passionnant, mais on doit arrêter. Et vous voyez que les enjeux sont énormes. Et a priori, on est en train de prendre des décisions intéressantes sur notre territoire. Merci pour ces explications, Yannick. Merci, Jean-Michel. Sans transition, comme dirait l'autre, on va parler de contrôle fiscal avec vous, Grégory Denis, avec un chiffre, votre chiffre clé qui va s'afficher et que vous allez nous commenter. 50 000 50 000, c'est le nombre de contrôles fiscaux par an que les entreprises ont. Alors, les différents gouvernements successifs s'attellent à lutter contre la fraude, le blanchiment, les activités occultes. Donc, ce chiffre ne fera que progresser dans les années qui viennent. Bon. Alors, quand arrive un contrôle, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Pourquoi moi ? Et est-ce que tous les contrôles se ressemblent ? Alors, tous les contrôles ne se ressemblent pas. Il y a 2 grands types de contrôles fiscaux. Il y a le contrôle sur pièces, qui se fait parfois à l'administration, dans les locaux d'administration. On vous demande des pièces justificatives. Et après, il y a le contrôle sur place, qui est perçu parfois comme étant un peu intrusif. Alors, pourquoi moi plutôt que le voisin ? Il faut savoir qu'il y a des activités qui sont un peu plus surveillées que d'autres, notamment là où il y a des risques de travail dissimulé, où il y a des risques de dissimulation de chiffre d'affaires. Voilà, des causes de contrôle, mais aussi lorsque votre société a ce qu'on appelle vous êtes en dehors des normes professionnelles. Par exemple, si votre marge est inférieure à la norme de la profession, ça peut attirer... les ordinateurs de Bercy doivent voir tout ça et dire « Oh là, il se passe quelque chose, je vais y aller ». Alors, quand ça m'arrive, comment je dois me préparer ? Vous avez le temps un peu de vous préparer, puisqu'en général, vous avez une notification 15 jours avant. On va vous dire sur quoi ça porte et quels sont les exercices comptables qui vont être contrôlés. Donc, ces 15 jours, il faut le mettre à profit pour savoir qui va vous accompagner et puis commencer à rassembler les pièces. Alors, les factures, les baux, les PV d'AG, mais surtout, ce que l'on appelle depuis maintenant janvier 2014, une obligation de fournir le fichier des écritures comptables, ce qu'on appelle dans le jargon les FEC. C'est à fournir dès le premier rendez-vous au contrôleur des impôts, sinon vous avez le droit à une amende. Donc là, il faut vraiment vérifier que votre logiciel comptable ou que votre expert comptable est à même de générer ces fichiers-là. Il ne faut pas rigoler. Alors, on vous a posé la question, vous. Est-ce que vous avez peur des contrôles fiscaux ? Finalement, ça va, puisque une grande majorité dit même pas peur. Même pas peur. Méfiez-vous quand même. Parfait, parce qu'il faut effectivement garder son sang-froid. Ça ne sert à rien de s'énerver, de s'emporter ou de faire une vie, parce qu'il y a un principe, c'est que c'est un débat contradictoire. Donc, vous pouvez faire entendre votre vision des choses. Ah oui. Et un peu de patience, parce que dans une TPE, en général, c'est 4-5 rendez-vous et ça ne dure pas plus de 3 mois. Dans une PME, ce n'est pas tout à fait la même ordre de grandeur. Mais ça veut dire que je peux contester un redressement lorsqu'on me notifie un redressement ? Oui, quand vous recevez une proposition de rectification de l'administration fiscale, vous avez 30 jours pour faire savoir vos remarques, vos contestations. Si vous ne dites rien, ça vaut acceptation. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire ce qu'on appelle un recours hiérarchique en disant « je ne suis pas d'accord sur tel point ».
si vous n'avez pas été entendu, Oui. phase de contentieux, où là, bien, il faut saisir ce qu'on fait une réclamation contentieuse, et puis après saisir le tribunal administratif, cour d'appel, cour de cassation, conseil d'État, Ouais. voilà, pour suivre Ouais. la procédure judiciaire. À peu près même procédure pour les contrôles URSSAF d'ailleurs, Ouais. où là on saisit une commission de conciliation amiable et on saisit le tribunal des affaires sociales. Est-ce que pendant le contrôle, quand l'inspecteur vient dans l'entreprise, est-ce que je peux me faire accompagner Oui. et le dire? Et alors, Oui. c'est même un droit. Ah oui. Et l'administration fiscale a l'obligation, le C'est devoir. pas louche, quoi. Non, c'est pas louche. Et l'administration fiscale est tenue de vous faire valoir ce droit, de vous informer que vous avez ce droit-là. Sinon, c'est une cause de nullité. Alors, par contre, il y a deux notions. Soit vous êtes accompagné, donc vous êtes présent en permanence, soit vous êtes représenté. Là, il faut un mandat écrit pour lever le secret fiscal. C'est ce que nous, on essaye de pratiquer le plus souvent pour accompagner les chefs d'entreprise, ce qui permet de vivre plus sereinement le contrôle D'accord. fiscal. Ah, et écoutez bien maintenant, parce que je vais lui demander quelles sont les causes de redressement les plus fréquentes. Ah, alors, les plus fréquentes, alors, quelques-unes sur lesquelles il faut être attentif. Alors, je conseille en matière sociale, tout ce qui est frais de déplacement, avantages en nature, sont des sujets qui sont très régulièrement contrôlés. L'exonération, les allègements de charges, c'est des choses effectivement souvent contrôlées. En matière fiscale, on a souvent le débat avec l'administration fiscale, est-ce que c'est une charge ou un amortissement? La TVA, très souvent contrôlée, et puis aussi tout ce qui est exonération, crédit d'impôt, c'est des choses souvent qui sont regardées de près par l'administration fiscale. Ça se joue sur quel délai? Il y a une prescription? Alors, en matière fiscale, c'est 3 ans. Alors, 3 ça ans. peut aller au-delà s'il y a des activités occultes, il y a fraude. En matière sociale, c'est 3 ans plus l'année en cours. La D'accord. même chose, ça peut être porté à 5 ans si c'est travail dissimulé. Tiens, information intéressante, parce que ça peut être dans l'autre sens. Si vous vous avez rendu compte que vous avez trop versé, vous avez 3 ans à partir de la date de paiement pour demander un remboursement. On n'est jamais à l'abri d'une Ouais, victoire, ouais. hein, d'une réussite. Ben, merci beaucoup. Alors, vous nous avez amené votre fiche, contrôle fiscal, contrôle social. Vous pouvez la télécharger. Elle est très pratique, très bien faite, avec toutes ces explications. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. À très Merci bientôt. de votre fidélité. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.